une histoire trouvée sur Reddit. Avant de commencer, abonnez-vous et laissez vos impressions dans les commentaires. Merci. Je n'oublierai jamais la façon dont ma fille a franchi le seuil de ma maison ce matin-là, haletante, les cheveux encore ébouriffés par sa course, ses mains tremblantes comme si tout son corps cherchait à expulser une douleur qu'elle n'était pas prête à formuler. C'est d'abord son regard qui m'a frappé, un regard que je n'avais vu chez elle qu'une seule fois, lorsqu'elle était enfant et qu'elle avait perdu son pendentif préféré dans la neige. Mais cette fois, ce n'était pas la perte d'un objet, c'était la perte d'une confiance, la fracture d'un lien qu'elle avait cru solide. Quand elle s'est effondrée contre moi, j'ai senti son souffle irrégulier, lourd d'une honte qui ne lui appartenait pourtant pas. Je l'ai guidée à l'intérieur, et c'est alors qu'elle m'a expliqué, dans une suite chaotique de phrases hachées, que son mari avait volé ses bijoux, tout ce qu'elle gardait depuis des années, y compris les pièces de famille que je lui avais transmises. À cet instant précis, une partie de moi s'est figée. Je connaissais son mari depuis longtemps et, malgré mes réserves, j'avais toujours tenté d'accepter l'homme qu'elle avait choisi. Je savais qu'il avait ses défauts, une fierté mal placée, une tendance à cacher ses erreurs sous une façade brillante, un besoin constant de se comparer aux autres, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il franchirait cette limite. Le vol, chez nous, dans notre famille, avait une résonance particulière. Mon père avait toujours dit que voler était une façon de dire « je retire à quelqu'un un morceau de sa vie ». Et c'était exactement ce que je ressentais en voyant ma fille, dépouillée non seulement de ses bijoux, mais aussi de sa sécurité émotionnelle. Je l'ai installée sur le canapé et je suis resté près d'elle pendant qu'elle essayait de reprendre son souffle. Pendant ce temps, dans ma tête, un mécanisme ancien se mettait en marche. Un mécanisme que je croyais avoir laissé derrière moi avec les années, celui de la protection absolue, presque animale, que l'on ressent pour ceux que l'on aime. Je ne pensais pas encore à la vengeance, mais plutôt à une forme d'équilibre. Un besoin viscéral de comprendre. Pourquoi avait-il fait cela? Que cherchait-il à obtenir? Était-ce un acte de désespoir, un réflexe impulsif ou une trahison préméditée? Les heures suivantes ont été floues. Une alternance étrange entre la douceur nécessaire pour apaiser ma fille et la froideur intérieure avec laquelle j'examinais la situation. Elle continuait à me parler, parfois en sanglotant, parfois avec cette colère sourde qui monte lorsque l'on réalise qu'on a été trahi par celui que l'on croyait connaître. Je prenais soin de ne pas l'interrompre, car je savais que chaque mot qu'elle prononçait l'aidait à recoller un morceau d'elle-même. Mais de mon côté, une certitude grandissait, cet acte n'était pas un accident. Je connaissais assez bien son mari pour savoir qu'il ne faisait rien sans raison. Et cette raison, il avait dû la cacher pendant longtemps. Quand la nuit est tombée, ma fille dormait déjà dans sa chambre d'enfance, épuisée par les émotions. Je me suis retrouvé seul dans la cuisine, les lumières tamisées dessinant des ombres sur les murs. Le silence, d'abord apaisant, est devenu oppressant. Je pensais à tous les moments où j'avais fermé les yeux sur ces comportements étranges. Une remarque déplacée. Une dispute étouffée dans un sourire forcé. Une absence prolongée au prétexte d'un travail soudain. La façon dont il regardait parfois ma fille, non pas comme un homme regarde une femme qu'il aime, mais comme un homme observe ce qu'il croit posséder. Je me suis surprise à serrer les poings. Pas par colère immédiate, mais par détermination. Je n'étais pas une femme vindicative, mais je n'avais jamais supporté l'injustice. Et dans ma famille, la loyauté avait toujours été une valeur sacrée.
On ne trahissait pas ceux qui vous avaient offert leur vie. Pourtant, c'était exactement ce qu'il avait fait. Je me suis assise à la table et j'ai ouvert un vieux carnet. Ce carnet m'avait accompagné toute ma vie. Ce n'était pas un journal intime, mais un espace dans lequel je mettais de l'ordre dans mes idées lorsqu'un événement menaçait de me submerger. J'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire, méthodiquement, presque froidement. J'ai noté les dates des tensions récentes entre eux, les objets qui avaient disparu au fil des années, les comportements que j'avais trouvés étranges mais auxquels je n'avais pas voulu donner trop d'importance. J'ai réalisé alors que ce vol n'était pas un moment isolé. C'était peut-être le point culminant d'un cycle plus sombre. Je me suis souvenu d'un bracelet que ma fille croyait avoir perdu il y a 3 ans, d'une bague qu'elle avait cherchée pendant une semaine avant de renoncer. À chaque fois, il avait été là, calme, rassurant. Trop rassurant. La lucidité qui m'a frappé à ce moment-là m'a glacé le sang. S'il avait pu voler ces objets sans remords, alors il avait peut-être franchi d'autres limites. Et si c'était le cas, ma fille vivait depuis des années avec la trahison sous son propre toit sans jamais s'en douter. Je suis resté éveillé presque toute la nuit, luttant contre une inquiétude qui virait à l'obsession. J'ai commencé à imaginer ce qu'il avait fait des bijoux. Les avait-il vendus? Était-il en dette? Avait-il besoin d'argent, ou avait-il simplement voulu la blesser? Je savais qu'il avait connu quelques difficultés financières récemment, des projets qui n'avaient pas abouti, des investissements douteux dont il ne parlait qu'à demi-mot. Il avait toujours été profondément orgueilleux, incapable d'admettre qu'il était dépassé. Je pouvais presque l'imaginer, les mains tremblantes, entrant dans une boutique de revente avec un sourire forcé, en tentant de convaincre le vendeur que tout cela lui appartenait. Au petit matin, alors que le soleil commençait à éclairer la cuisine, j'ai pris ma décision. Je n'allais pas réagir impulsivement. La vengeance, si elle venait, ne serait pas brutale. Elle serait réfléchie, subtile, structurée. Elle viserait non pas à détruire une personne, mais à exposer la vérité qu'il avait essayé de cacher. Ce que je voulais, plus que n'importe quoi, c'était protéger ma fille et lui rendre ce qu'on lui avait volé, sa tranquillité, sa dignité, son histoire. Mais le lendemain, avant même que j'aie pu mettre mon plan à exécution, quelque chose s'est produit. Quelque chose d'inattendu, quelque chose qui allait non seulement confirmer mes soupçons, mais bouleverser toute la trajectoire de ce que j'avais envisagé. Et c'est là que tout a véritablement commencé. Le lendemain matin, alors que j'essayais de reprendre mon souffle après la longue nuit passée à réfléchir, le téléphone a sonné. Une voix grave et posée m'a annoncé que certains des bijoux de ma fille avaient été retrouvés dans une petite boutique de revente, mais ce qui m'a glacé le sang, c'est la mention que mon gendre avait été formellement identifié par le propriétaire comme la personne qui les avait apportés. L'homme avait reconnu son visage et ses gestes, et il n'y avait aucun doute sur sa culpabilité. Ce n'était plus un simple vol, ce n'était plus un acte isolé, c'était un schéma. Mon cœur s'est serré. Toutes ces années où ma fille croyait que certaines de ses pertes étaient des accidents, des oublis ou des maladresses, avaient en réalité été des manipulations, des gestes calculés. Je me suis assise dans le salon, les mains tremblantes, incapable de formuler un plan précis, mais avec la certitude que je devais agir. La colère, d'abord brûlante, a progressivement cédé la place à une lucidité froide et méthodique. Il ne s'agissait pas de crier, de confronter ou de répliquer impulsivement. Non, il fallait frapper là où il ne pouvait se défendre, son orgueil,
son image, sa réputation soigneusement construite. Je me souvenais de toutes les discussions qu'il avait eues avec moi au fil des années, toutes ces paroles où il se présentait comme un homme irréprochable, un mari parfait. Cette façade allait être utilisée contre lui, mais pas immédiatement. Il fallait préparer chaque mouvement, chaque détail. J'ai commencé par recenser toutes ses faiblesses. Il était extrêmement sensible à l'opinion des autres, obsédé par son image sociale et professionnelle. Il avait des dettes qu'il cachait, des échecs que personne ne connaissait, des projets risqués qu'il avait entrepris pour paraître brillant. Il croyait que personne ne savait. Mais moi, je savais tout, parce que j'avais observé attentivement, parce que j'avais été proche, et parce que la colère d'une mère donne parfois une vision que personne d'autre n'a. Je notais chaque nom, chaque détail, chaque date, chaque petit incident qui pourrait servir à mettre en lumière ces vérités cachées. Pendant des jours, je me suis concentré uniquement sur la stratégie. Chaque conversation, chaque geste, chaque information était analysée et mise en perspective. Je ne me laissais jamais aller à l'impulsivité, je savais que la patience serait ma meilleure arme. Ma fille, bien qu'épuisée émotionnellement, commençait à se relever peu à peu. Elle me confiait ses peurs, ses doutes, et parfois, sans qu'elle s'en rende compte, elle me fournissait des détails qui allaient alimenter mon plan. Il ne s'agissait pas simplement de récupérer des bijoux, il s'agissait de restaurer l'équilibre, de redonner à ma fille sa dignité et de lui montrer qu'elle n'était pas seule, qu'elle n'avait jamais été seule. Puis, un matin, j'ai reçu un email anonyme. Un simple message, mais qui a changé la donne. Il contenait des preuves que mon gendre avait été impliqué dans d'autres vols, d'autres manipulations, d'autres actes de trahison au sein de son entourage. Je savais que cela pouvait devenir une arme redoutable. Mais je devais rester prudente. L'email mentionnait des dates, des lieux, des montants, et surtout, des témoins prêts à parler si nécessaire. Tout concordait avec ce que j'avais observé, mais maintenant, c'était documenté, irréfutable. J'ai relu chaque ligne plusieurs fois, laissant les informations s'imprégner en moi, les transformant en une toile précise sur laquelle ma stratégie allait se déployer. Je commençais alors à élaborer ce que je nommais intérieurement le plan de vérité. Il ne s'agissait pas de vengeance violente, ni de confrontation directe. Il s'agissait de montrer, subtilement mais efficacement, qu'un homme qui trahit ceux qui lui font confiance finira toujours par être découvert. J'ai commencé par contacter discrètement un avocat spécialisé, expliquant la situation sans jamais révéler mes intentions complètes, simplement pour préparer la voie à des actions légales si nécessaire. Je voulais que tout soit irréprochable, que chaque mouvement soit protégé par la loi et documenté. L'idée n'était pas seulement de punir mon gendre, mais de restaurer la justice dans notre famille, et de montrer à ma fille qu'il y avait un ordre, une force invisible mais puissante qui veillait sur elle. Les jours suivants, j'ai observé chaque geste de mon gendre. Je savais où il allait, ce qu'il faisait, et parfois, je surprenais des détails qui confirmaient mes soupçons, des transferts d'argent non déclarés, des conversations rapides avec des contacts douteux, des tentatives de masquer ses traces. Chaque découverte renforçait ma détermination, mais aussi ma patience. Il ne fallait rien précipiter, chaque pièce devait tomber exactement au bon moment pour maximiser l'effet. Je ne voulais pas seulement exposer son crime, je voulais qu'il ressente la froideur de la justice lente, celle qui frappe lorsqu'on s'y attend le moins. Puis, un événement inattendu est survenu. Ma fille a reçu un appel de l'une de ses collègues,
qui lui a parlé d'un incident similaire dans un cercle social différent. La personne avait perdu des objets précieux, et le même schéma semblait se répéter. Le doute n'était plus permis. Mon gendre n'agissait pas par nécessité ou par faiblesse, il agissait par habitude, par malice, par arrogance. Il croyait qu'il pouvait tout contrôler, qu'il pouvait manipuler les autres et rester invisible. Mais la toile que je tissais était plus grande, plus subtile et plus redoutable que tout ce qu'il avait pu imaginer. À partir de ce moment, je me suis concentré sur l'art de l'exposition graduelle. Chaque preuve, chaque document, chaque témoignage devait être présenté de manière stratégique. Je n'étais pas pressé. La patience était mon allié, et la confiance que ma fille avait en moi me donnait la force de poursuivre. Je savais que ce que j'entreprenais allait au-delà d'un simple vol, c'était une leçon, une démonstration que trahir ceux que l'on aime a un prix, et que parfois, ce prix est bien plus lourd que ce que l'on peut imaginer. Les semaines suivantes ont été un mélange de planification minutieuse et d'observation attentive. J'ai étudié ses habitudes, ses rencontres, ses routines, notant chaque détail, chaque faiblesse, chaque mouvement qui pourrait servir à exposer sa trahison. Et tout en construisant cette stratégie, je veillais à protéger ma fille, à lui redonner confiance en elle, à lui montrer qu'elle pouvait se relever, qu'elle n'était pas seule dans cette bataille invisible. C'était la phase cruciale, celle où chaque pièce était mise en place, où chaque geste était pensé pour maximiser l'impact final, celui qui viendrait bientôt, lorsque le moment serait parfaitement choisi. Le moment où j'ai compris que tout était prêt est arrivé sans bruit, presque avec douceur, comme un souffle qui traverse une pièce vide. Toutes les pièces du puzzle étaient là, les preuves, les témoignages, les documents, les traces bancaires, les objets retrouvés, les personnes qui l'avaient blessé sans même s'en rendre compte. Tout cela formait un réseau solide, cohérent et irrémédiable. Ce n'était pas une vengeance impulsive, ni un acte dicté par la colère. C'était une réponse, lente, mesurée, construite avec la patience d'une mère qui refuse qu'un mensonge continue de détruire ce qu'elle aime. Je me souviens d'un matin en particulier. Je buvais du thé, assise dans la véranda, regardant le jardin silencieux. Les fleurs commençaient à éclore, et j'ai ressenti une étrange paix intérieure. Je savais que ce jour serait important. Je savais que le moment était venu. J'ai pris une grande respiration, puis j'ai rassemblé tous les documents dans un dossier soigneusement préparé. Je ne tremblais pas. Je n'avais ni peur, ni hésitation. Je n'éprouvais même plus de colère. Ce qui m'animait, c'était un sentiment profond de justice, une certitude tranquille que la vérité, enfin, allait émerger. J'ai commencé par contacter l'avocat que j'avais consulté discrètement. Je lui ai envoyé tout ce que j'avais réuni, les preuves des vols anciens et récents, les témoignages de gens extérieurs, les traces bancaires, les reçus de la boutique de revente, les extraits de messages, tout ce qui pouvait démontrer non seulement le vol des bijoux de ma fille, mais aussi le comportement répétitif, presque compulsif, de son mari. L'avocat a immédiatement compris la gravité de la situation et m'a promis de lancer une procédure complète, solide, qui protégerait ma fille et l'aiderait à récupérer ce qu'elle avait perdu. Je n'ai rien dit à ma fille ce jour-là. Je voulais que la vérité vienne à elle au moment le plus juste, et non dans un élan d'agitation. Je savais qu'il fallait que les pièces tombent dans un ordre précis, un ordre qui la libérait sans la briser davantage. Pendant ce temps, mon gendre continuait sa vie comme si de rien n'était,
ignorant totalement la tempête silencieuse qui se formait autour de lui. Je l'observais parfois de loin, dans les rues du quartier ou devant la maison de ma fille lorsqu'il venait chercher quelques affaires. Il avait ce sourire nerveux, cette petite arrogance dans le regard, comme s'il croyait que tout était sous contrôle, que personne ne verrait jamais derrière le masque qu'il portait. C'était presque fascinant. Ce qu'il ignorait, c'est que son propre orgueil l'avait rendu aveugle. Il ne voyait pas que son monde était déjà fissuré, que chaque pas qu'il faisait l'entraînait un peu plus vers le point où tout s'effondrerait. Quand l'avocat m'a rappelé quelques jours plus tard pour m'informer que la procédure était officiellement lancée, j'ai ressenti une étrange forme de soulagement. Ce n'était pas une victoire en soi, mais le début d'un processus irréversible. Les autorités avaient en main le dossier complet, et il ne leur a pas fallu longtemps pour relier les différents éléments. Tout concordait. Tout pointait vers lui. Et soudain, son image, qu'il avait passé tant de temps à polir, a commencé à se fissurer. Une enquête officielle a été ouverte, et il n'a fallu que quelques semaines pour qu'il soit convoqué pour s'expliquer. Je me souviens du moment où ma fille m'a annoncé cette nouvelle, la voix tremblante, ne comprenant pas encore comment tout cela avait pu se mettre en place. Je lui ai simplement répondu que la vérité trouve toujours son chemin, même lorsqu'on essaie de la cacher sous des couches de manipulation. Les jours qui ont suivi ont été un mélange étrange de tension et de libération. Ma fille commençait à reprendre confiance en elle. Elle retrouvait doucement son énergie, son sourire, son regard franc. Je la voyais se redresser, se reconstruire, redécouvrir des parties d'elle-même qu'elle avait mises de côté pour préserver son mariage. Elle lisait, elle cuisinait, elle passait du temps avec des amis, elle riait à nouveau. Et plus elle retrouvait sa lumière, plus je savais que tout ce que j'avais entrepris en valait la peine. Puis vint le jour de la confrontation finale, non pas entre lui et moi, mais entre lui et ses actes. L'enquête avait rassemblé toutes les preuves, et quand il s'est retrouvé face à la réalité, il n'a plus pu fuir. Sa défense s'est effondrée, son masque aussi. La vérité a éclaté, brutale, incontestable. Il avait vendu les bijoux de ma fille. Il avait menti, manipulé, caché ses dettes, profité de la confiance de plusieurs personnes dans son entourage. Il avait construit un château de illusions, et il s'écroulait désormais sous son propre poids. Ce jour-là, je n'ai pas ressenti de joie malsaine. Je n'ai pas souri à sa chute. Je n'ai pas savouré sa détresse. Je suis restée en retrait, silencieuse, observant seulement le mécanisme de la justice faire son œuvre. Je n'avais rien fait par haine. J'avais seulement veillé à ce que la vérité soit révélée. Le reste ne m'appartenait pas. Ma fille, elle, a ressenti un mélange complexe d'émotions. De la tristesse, bien sûr, car même lorsqu'on est trahi, une part de nous pleure la personne que nous avons aimée. De la colère, aussi, contre elle-même, contre lui, contre le temps perdu. Mais il y avait aussi de la gratitude profonde, sincère. Gratitude envers la vie pour lui avoir donné une chance de se reconstruire. Gratitude envers moi pour avoir été son roc. Gratitude envers elle-même pour avoir trouvé la force de continuer. Après la procédure, une période de silence s'est installée. Un silence doux, réparateur, comme la lumière du matin qui pénètre timidement dans une pièce encore obscure. Ma fille a décidé de refaire sa vie à son rythme. Elle a suivi une thérapie, a retrouvé un équilibre intérieur, a changé de travail et a recommencé à se projeter dans l'avenir.
Elle a même récupéré certains des bijoux retrouvés, ceux qui n'avaient pas été vendus ou abîmés. Elle les gardait non pas comme un rappel de la douleur, mais comme un symbole de sa renaissance. Quant à moi, je me suis progressivement détaché de cette affaire. J'ai compris que ma mission était accomplie. Je n'avais plus besoin de surveiller, de planifier, de protéger avec la même intensité. Ma fille n'était plus une victime. Elle était une femme forte, capable, résiliente. Et cela suffisait. La vengeance, finalement, n'avait jamais été mon but. Ce que je voulais, c'était la vérité. Et cette vérité avait permis à ma fille de renaître, à sa vie de reprendre son cours, et à moi de retrouver la paix. Il reste encore des traces, bien sûr. Les cicatrices ne disparaissent jamais complètement. Mais elles nous rappellent aussi que nous avons survécu, que nous avons traversé l'orage et trouvé un moyen de reconstruire après la tempête. Aujourd'hui, lorsque je regarde ma fille, je vois une femme transformée. Pas brisée, mais fortifiée. Une femme qui connaît désormais son propre courage, qui n'a plus peur de mettre des limites, qui ne se laisse plus définir par les actes d'un autre. Je vois aussi en elle une forme de douceur nouvelle, une sagesse née de la douleur mais nourrie par la guérison. Et moi, je sens au fond de moi que la justice, lorsqu'elle est motivée par l'amour et la vérité, n'a rien à voir avec la vengeance. Elle est une lumière discrète qui éclaire ce qui doit être vu, qui protège ce qui doit être protégé, et qui permet aux âmes blessées de retrouver enfin leur chemin. C'est ainsi que s'est achevée cette histoire, non pas dans le fracas, non pas dans la violence, mais dans la clarté, dans la réparation, dans le soulagement silencieux d'une mère et la renaissance d'une fille qui avait, un temps, perdu ses bijoux, mais jamais sa valeur.